Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le code électoral modifié au Togo, une modification votée par l'Assemblée nationale et qui consacre le vote de la diaspora. Les Togolais de l'étranger pourront donc voter dès les prochaines élections. Gilbert Noël Ouédraogo à la rencontre de la diaspora burkinabé au Sénégal. L'ancien ministre de la Solidarité nationale sous Blaise Compaoré est candidat à la présidentielle de 2020 avec un programme qu'il est venu présenter à ses militants de Dakar. Et assistance aux sinistrés de Bafoussam, le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangadji s'est rendu ce 5 novembre auprès des rescapés de l'éboulement. Des kits de première nécessité ont été distribués. La diaspora togolaise pourra donc voter pour la présidentielle de 2020. L'Assemblée nationale a voté ce mardi la modification du code électoral. Désormais, les Togolais de l'étranger pourront s'inscrire munis de leur passeport, d'une carte consulaire datant d'au moins 6 mois dans les 21 ambassades du Togo. Reportage notre correspondante Emefa Kofi. Les Togolais vivant à l'étranger peuvent désormais prendre part aux élections présidentielles et législatives. Cependant, ils doivent disposer d'une carte consulaire datant d'au moins 6 mois, d'un passeport en cours de validité et d'une carte nationale d'identité. L'absence d'un de ces documents disqualifie le potentiel électeur de la diaspora. Des dispositions contenues dans le code électoral révisé et adopté le 5 novembre 2019 à l'Assemblée nationale. Ce vote vient clôturer l'exécution des réformes et des recommandations faites à notre pays par la CEDEAO. Tout est prêt pour la poursuite du processus électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020. Le nombre d'électeurs potentiel minimum pour l'ouverture d'une commission électorale d'ambassade indépendante, démembrement de la CENI à l'extérieur, est fixé à 300. À l'Alliance nationale pour le changement, les modifications contenues dans ce code électoral révisé sont de nature à encourager la fraude électorale. Ce n'est ni plus ni moins une volonté du régime RPT UNIR d'exclure définitivement la diaspora togolaise issue de la malgouvernance. Plus grave encore, il y a un démembrement de la CENI à l'étranger sans avoir au préalable recensé le nombre de Togolais qui sont à l'étranger. Le Togo dispose de 28 ambassades à l'étranger. Le premier tour des présidentielles prochaines est annoncé entre le 19 février et le 5 mars 2020. Les législatives, elles, sont pour 2024. Il a été ministre sous l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Son parti était d'ailleurs le principal allié du régime. Gilbert Noël Ouédraogo est depuis avril dernier candidat à la présidentielle de 2020, investi par l'ADF-RDA. Et alors que la campagne n'a pas encore débuté, c'est bien dans l'objectif de cette élection qu'il s'est rendu à Dakar, où il a présenté son programme aux militants. Ange Nomenio. Maître Gilbert Ouédraogo est candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Investi par son parti l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, il multiplie les rencontres à travers la sous-région à la conquête de la diaspora. En déplacement à Dakar au Sénégal, où il a rencontré ses militants, il a fait étalage du programme qu'il compte proposer aux Burkinabés. Nous pensons que la question sécuritaire doit être traitée sur 3 volets. Le premier volet, c'est la question de la formation de nos troupes. Le deuxième volet sur lequel nous devons agir, c'est la diplomatie. Nous devons renforcer notre diplomatie. Le troisième élément sur lequel nous devons travailler, c'est le développement de nos régions et l'encadrement et l'accompagnement de la jeunesse. Celui qui fut ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale de 2000 à 2002 et ministre des Transports de 2006 à 2014 sous Blaise Compaoré a vu sa candidature rejetée en 2015 par le Conseil constitutionnel. En effet, une clause votée après l'insurrection populaire ayant eu raison du pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré empêchait toute personne ayant soutenu le projet de modification de la Constitution de se présenter. Le Conseil constitutionnel dira le droit. Et le droit en la matière, c'est que tout Burkinabé qui est âgé de plus de 35 ans et qui remplit les conditions constitutionnelles doit pouvoir se porter à la candidature au Burkina Faso.
Et il se trouve que je remplis ces conditions, donc je ne vois pas pourquoi ma candidature ne sera pas retenue. Aux dernières législatives, l'ADF-RDA n'a pu avoir que 3 élus qui siègent aux côtés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Le 28 octobre dernier, 47 personnes perdaient la vie dans l'éboulement de Bafoussam au Cameroun. Un drame qui a également fait beaucoup de sinistrés, des familles qui ont tout perdu. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, était ce 5 novembre auprès de ces rescapés. Il leur a notamment remis un kit de première nécessité. Thierry Dassa. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, s'est rendu ce 5 novembre à Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest au Cameroun, pour porter assistance aux sinistrés de l'éboulement de terre survenu le 28 octobre à Ngouaché. Plus de 150 rescapés de l'éboulement qui ont bénéficié d'une aide matérielle du chef de l'État, Paul Biya. A dépêché le ministre de l'administration territoriale de venir à Bafoussam aujourd'hui apporter ce grand geste aux sinistrés. Vous avez constaté que pour se déplacer, il vous faut des matelas, il vous faut des couvertures, il vous faut un kit sanitaire. Plus de 300 matelas, mais aussi des kits sanitaires et des denrées alimentaires ont été distribués aux sinistrés en attente d'une relocalisation instruite par le président de la République. C'est la 3e descente du ministre de l'administration territoriale dans la ville de Bafoussam depuis l'annonce de la catastrophe. Descente au cours de laquelle il a tenu à rappeler l'urgence pour les populations de déguerpir des zones dites à risque. La principale recommandation était de leur demander de quitter cette zone à risque. Et comme nos populations sont très responsables, j'ai constaté que volontairement, ces populations sont quittées ou sont en train de quitter. L'éboulement de terre survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre aura fait un bilan de 47 victimes. Le chef de l'État annonçait quelques jours plus tard une aide aux sinistrés s'élevant à 200 millions de francs CFA. Inondations, sécheresse, incendies, l'Afrique n'est pas épargnée par les conséquences du réchauffement climatique. L'agriculture notamment est particulièrement impactée. Une situation qui amène le continent à s'interroger sur sa stratégie agricole. Car si rien n'est fait, les rendements agricoles pourraient baisser de 20% d'ici 2050. Ange Nomenio. L'agriculture africaine est sous la menace des effets du changement climatique. Selon plusieurs experts, les rendements agricoles pourraient baisser de 20% d'ici 2050 si des mesures d'adaptation ne sont pas prises à temps. La menace est encore plus présente, d'autant plus que la population pourrait doubler dans les années à venir. L'agriculture en Afrique est tributaire du climat parce qu'on n'a pas une bonne maîtrise de l'eau. Donc, tant que l'agriculture est tributaire du climat, on ne peut que subir les effets de celui-ci. Pour adapter l'agriculture au changement climatique, il faut d'abord faire la promotion de l'agriculture durable. Donc, c'est-à-dire à travers nos systèmes nationaux de recherche, de créer de nouvelles variétés qui sont adaptées au nouveau climat. Ensuite, promouvoir de nouvelles pratiques agricoles et surtout faire la promotion de l'agroforesterie. L'augmentation de la production agricole et alimentaire est encore plus cruciale que les disettes engendrent des déplacements de population, des violences et bouleversements politiques. La revendication des Africains qui entendent développer eux-mêmes leur agriculture se fonde aussi sur le fait que le continent émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que les autres, soit à peine 4% du total. Il faudrait qu'on rentre dans des technologies nouvelles, qu'il faut changer les modes de culture, mais à condition d'abord de trouver les sources qui vont être à l'origine de ces changements climatiques et puis avoir des partenariats en matière d'agronomie. L'agriculture fait vivre plus de la moitié des populations africaines. À l'échelle continentale, le défi consiste à élargir l'accès à l'énergie tout en limitant l'utilisation de combustibles fossiles et à améliorer les rendements agricoles. Un signal économique positif pour la Libye après 7 ans de suspension. L'usine de polyéthylène de Ras Lanouf a repris ses activités. Une réouverture annoncée par la société publique libyenne de pétrole. L'usine devrait produire 160 000 tonnes de polyéthylène chaque année. Gladys Mamba. L'usine de polyéthylène du port pétrolier libyen Ras Lanouf reprend ses activités 7 ans après les avoir arrêtées. L'entreprise de traitement du pétrole et du gaz de Ras Lanouf, Rasco, qui a pour maison mère la National Oil Corporation, avait arrêté ses activités en 2013 par manque de sécurité en raison des conflits entre groupes armés. La réouverture de cette usine marque un nouvel élan pour l'économie libyenne, ravagée par la guerre et par les divisions politiques internes.
Après les événements du 17 février 2011, l'usine de Ras Lanouf a été complètement fermée. Un essai visant à exploiter l'usine de polyéthylène en 2013 dans les mêmes conditions a été effectué. Le composant d'huile a été importé de l'étranger et a fonctionné pendant une période, mais il était inutile à l'époque car il n'existait pas de plan d'action précis quant au moment où le reste des usines fonctionnerait. Après plusieurs tentatives de réouverture infructueuses en 2016 et en 2017, le complexe d'éthylène de la Rasco a finalement réouvert ses portes au 4e trimestre 2019. La relance effective des activités prévoit la production de 160 000 tonnes de polyéthylène chaque année, faisant ainsi de la production de plastique une alternative aux revenus pétroliers dont l'économie libyenne est quasi dépendante, malgré un manque de productivité ces dernières années dû à l'insécurité. La volonté de faire fonctionner l'usine n'était pas forte à l'époque. Nous avons essayé, dans le cadre d'une précédente étude en 2016-2017, de gérer certaines opérations de maintenance simples, mais inférieures à la moyenne par rapport à son fonctionnement actuel. Nous travaillons depuis le 15 août 2018 pour préparer un plan élaboré par le service de planification. Le port de Ras Lanouf, bloqué depuis des années, est pris en otage par des conflits armés, ce qui empêche l'économie locale de se développer. Les affrontements entre factions libyennes rivales ont engendré la destruction de certains réservoirs de stockage de pétrole, faisant perdre chaque jour à la Libye des milliers de barils de pétrole et donc des milliers de dollars de revenus dans les caisses de l'État. Quand la technologie se mêle à la gastronomie, cela donne une expérience singulière. Le Petit Chef, c'est le nom d'un concept de dîner interactif avec projection cartographique, car le Petit Chef emmène ses convives sur les pas de Marco Polo pour un voyage des saveurs. Et en Afrique du Sud, l'expérience a ravi les papilles. Gladys Mamba. Petit par la taille, mais grand par le talent, le Petit Chef a posé ses couteaux en Afrique du Sud. C'est dans un pop-up établissement culinaire éphémère de Johannesburg que ce chef de 58 cm propose à des clients gourmands de vivre une expérience unique. Parcourir la gastronomie de 7 pays en 2 heures, une série de plats servis sur un plateau, inspiré du chemin emprunté par l'intrépide voyageur italien Marco Polo. Les Sud-Africains doivent vivre cette expérience car ils ne peuvent évidemment pas se permettre très souvent de voyager à travers le monde et de vivre l'expérience des villes du monde entier que nous leur apportons ici sur un plateau. Cela leur permet d'avoir une expérience complète. Les accessoires sont authentiques, la nourriture est authentique. Ils peuvent même avoir les odeurs avec le goût des différentes villes du monde. Musique, arômes et accessoires viennent agrémenter ces dîners imaginés par 2 artistes belges. Le repas est servi au rythme d'une projection interactive comportant 7 plats qui permet aux clients de suivre la route commerciale de la soie de Marco Polo à travers l'Asie. Tout est pensé pour être pleinement baigné dans cet univers imaginaire, à commencer par les habits du personnel, adaptés à chaque thème culinaire proposé, un concept qui plaît aux gourmands gourmets du monde entier. Waouh, les visuels sont fantastiques. Les couleurs sont vives. Le son est assez étonnant. Vous avez senti la basse qui était assez cool ? L'animation est de première classe. Elle pourrait donner à Pixar du fil à retordre. Pour goûter à cet itinéraire culinaire, il faut compter 1220 rands pour les 12 ans et plus et 995 rands pour un enfant de 8 à 12 ans. Une addition salée que les amateurs de bonne cuisine sont prêts à payer et qui permet de découvrir différentes cuisines sans se déplacer. Et l'histoire est loin d'être finie puisqu'après Johannesburg, le Diner Time Stories envisage de poser ses valises dans d'autres villes du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.